7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Oui, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. On va parler dans un instant de l'une de vos propositions économiques à l'Assemblée assez intéressante, inspirée de Joe Biden notamment. Mais avant ça, un policier est tué en intervenant sur un point de deal hier après-midi à Avignon. Quelle est la réaction de la France Insoumise ? Parce que je n'ai pas vu un mot de Jean-Luc Mélenchon hier soir, par exemple, qui s'est exprimé sur Twitter, mais uniquement sur Joe Biden, mais pas à ce sujet. Nous avons réagi bien sûr hier soir. D'abord, c'est l'expression de notre émotion et de nos condoléances. D'abord pour la famille de ce policier, ses 2 enfants, sa compagne, et évidemment pour ses collègues de la police endeuillés une nouvelle fois. Je pense que nous avons besoin de dire une chose maintenant derrière cette émotion, c'est la colère que nous avons face notamment au trafic et à la violence qu'il génère. Et je pense que maintenant on peut se dire il faut changer de méthode. Voilà. J'entendais ce matin un syndicaliste policier qui avait l'air de confirmer, alors il faut être prudent, que le point de deal dont il était question hier, qui était contrôlé par ce policier dans l'exercice de ses fonctions, était un point de deal de cannabis, a priori. Il faut dire les choses, on est le pays en Europe qui avons la politique la plus répressive depuis des années, et avec un échec total, c'est-à-dire que la consommation explose. Donc il y a à la fois une question de santé publique, il y a la question de ces trafics qui, il faut le dire, pourrissent la vie des habitants des quartiers populaires, qui ont envie d'offrir un cadre de vie sain à leurs enfants, de bonnes conditions, et donc il faut en finir, et le tout répressif ne fonctionne pas. Alors il faut changer de politique. Vous savez qu'en ce moment on a des débats sur la question de la légalisation du cannabis, et moi je veux le dire à Gérald Darmanin, ouvrir le débat sur la question de la légalisation du cannabis, ce n'est pas d'aucune façon un angélisme ou être proactif pour la fumette, c'est pas le sujet. C'est une question de santé publique d'abord, pour maîtriser les produits, mais c'est surtout une question de tarir le trafic, parce que le tout répressif ne fonctionne pas. L'essentiel du temps consacré par un policier sur le terrain, c'est finalement les petits points de deal, la consommation, avec une inefficacité que d'ailleurs beaucoup de policiers eux-mêmes reconnaissent. Mais je veux pas qu'on fasse trop de raccourcis. À côté de cela, il y a la question des moyens de la police, des effectifs qui ont été littéralement dilapidés depuis l'ère de Nicolas Sarkozy. Nous, vous savez, on dit souvent parce que... Donc vous êtes derrière la police, parce qu'on a l'impression que la France Insoumise a quand même un problème avec la police. Jean-Luc Mélenchon a du mal quand même à tweeter sur... non mais regardez ce qui s'est passé à Rambouillet. Patrick Roger, il serait temps, et y compris dans un moment où la police est endeuillée comme elle l'est, qu'on dise les choses raisonnablement. Dénoncer les violences policières quand elles existent ne fait pas de nous des anti-flics. Nous avons une doctrine à proposer pour la police, d'ailleurs travailler avec des syndicats de police. Je me souviens qu'au moment où on parlait de la réfection des commissariats dans un état de délabrement, Alexis Corbière, mon collègue, avait été l'un des premiers à proposer une loi pour justement remettre les commissariats en état, pour payer les heures supplémentaires des policiers. Nous avons toute une doctrine qui a été notamment rédigée par mon collègue Hugo Bernalicis en matière de sécurité, pour recruter davantage de policiers, pour un retour à la police de proximité. Si vous voulez, c'est pas parce que quand le gouvernement utilise la police, notamment face à la mobilisation populaire, en manifestation, et qu'on voit des violences policières, et elles existent, que les dénoncer ferait qu'on serait anti-flic, comme on l'entend parfois. Non, nous sommes attachés, nous, à l'idée de gardiens de la paix, de la police républicaine. Donc et face à ce qui vient de se passer, à la violence dans les quartiers liés au trafic, il faut des moyens supplémentaires et changer de doctrine. Il n'y a pas que les trafics, parce qu'il y a de la délinquance également qui existe. Bien sûr. Vous le reconnaissez. Et vous savez très bien qu'il nous faudrait une longue émission qu'on pourrait consacrer intégralement à la question de la sécurité, parce que derrière la délinquance, il y a aussi la question de la prévention, il y a aussi la question de la politique de la ville, des quartiers, de ces ghettos qui ont été aussi pendant très longtemps organisés. Donc c'est quelque chose de systémique, il faut en parler. Pour l'heure, je pense que ce matin, notamment vu l'émotion dans la police, on peut d'abord et avant tout adresser un message de soutien à l'ensemble des collègues de ce policier et à cette famille endeuillée. Oui, Adrien Quatennens, qu'est-ce que vous répondez à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui dit, on en a parlé tout à l'heure dans l'Express, Jean-Luc Mélenchon doit être combattu? Écoutez, la vieille gauche poussiéreuse qui ressort de son placard pour taper sur Jean-Luc Mélenchon, franchement, de mon point de vue, ça vaut le meilleur des sondages. Ils sont de la même génération, Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve. Je parle de ce qu'ils incarnent, si vous voulez, dans les idées. J'ai lu ce matin l'interview de Bernard Cazeneuve. Il oppose la gauche d'action, comme il dit, entendu de gouvernement, à la gauche de contestation. Mais moi, je le dis, nous n'avons aucune autre prétention que celle de gouverner ce pays. En revanche, c'est vrai, et ça déplaît sans doute à M. Bernard Cazeneuve, avec une politique qui est à la fois une politique de gouvernement et de rupture. Il faut dire les choses. Vous avez dans le paysage à gauche
une gauche qu'on va qualifier, celle qu'incarne Bernard Cazeneuve et l'équipe Hollande, une gauche, disons, d'accompagnement, qui s'accommode de l'économie de marché, du capitalisme, et qui essaye de, à la marge, changer de place la vaisselle et le rangement dans les placards. Mais à côté de ça, vous avez une gauche de rupture, et cet axe-là, il est notamment incarné, et essentiellement aujourd'hui dans ce pays, il faut le dire, d'ailleurs, il reste quasiment plus que nous, par Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'était pas quand même un peu la gauche de Joe Biden, puisque vous vous inspirez justement directement, on y vient sur votre sujet aussi. Je crois que c'est plutôt Joe Biden qui s'inspire de nous en réalité. De vous? Ah bon? Ah oui, Joe Biden s'inspire de la France insoumise. Nous, ça fait longtemps qu'on raconte qu'il faut notamment partager les richesses. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Attendez, mais François Hollande l'avait dit lors de sa campagne également, quoi. Hein. Ah il a beaucoup dit de choses comme ça, effectivement. On se souvient de cette histoire de mon ennemi, c'est la finance. Puis on a vu ensuite ce qui a été fait, c'est-à-dire que c'est un quinquennat de trahison, de renoncement. Il faut le redire quand même. Si d'ailleurs on en est là aujourd'hui, c'est bien notamment parce que François Hollande a ouvert la voie à Emmanuel Macron et à sa politique. Oui, alors venons-en. Donc vous présentez dans le cadre des niches parlementaires, les filles, plusieurs propositions, et dans ce cadre-là, il y a celle inspirée donc de Joe Biden et du FMI. C'est une taxe exceptionnelle, c'est ça, pour les profiteurs de la crise, pour les entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires. Je crois que c'est plus de 750 millions d'euros, c'est ça? Alors vous permettez de le rappeler, aujourd'hui d'abord... Qui visez-vous alors ça n'arrive d'abord qu'une fois par an, c'est la journée aujourd'hui à l'Assemblée nationale où c'est la France Insoumise qui fait l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'hémicycle est consacré aux propositions de loi de la France Insoumise. Il y a tout un dispositif. C'est la France Insoumise qui gouverne aujourd'hui. C'est un peu ça. Alors malheureusement, comme on n'est pas en majorité dans cet hémicycle, il y a peu de chances que nos propositions de loi passent, mais néanmoins, on essaye de convaincre. Donc il y aura un dispositif de suivi en ligne toute la journée pour voir les débats parlementaires. On a fait des vidéos pour chacune de nos propositions de loi. J'invite à aller la voir. Et celle que vous évoquez sera notamment présentée par ma collègue Mathilde Panot. Il s'agit de dire, voilà, écoutez, on a aujourd'hui en France, on atteint 12 millions de pauvres, presque 7 millions de chômeurs, 300 000 personnes à la rue, et dans le même temps, on voit que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Vous le voyez, les milliardaires français, les super riches ont accru leur patrimoine en 10 ans de 439%, et en pleine crise, les milliardaires ont augmenté leur patrimoine de 55%. Patrick Roger, arrêtons-nous à l'instant, c'est 230 milliards, on est passé à 477, ils étaient 39 milliardaires, ils sont devenus 42, et notamment au milieu, le patron de Moderna, qui peut remercier Emmanuel Macron de refuser, contrairement à Joe Biden, on a appris hier soir la levée des brevets. Donc cette proposition de loi, que s'agit-il de dire ? Prenons l'exemple Moderna, il n'est pas en France. Prenons l'exemple des grandes sociétés. Les entreprises du CAC 40 aujourd'hui, 100% d'entre elles bénéficient des aides publiques de l'État. D'accord ? Pourtant, beaucoup d'entre elles continuent de distribuer des dividendes à leurs actionnaires. Ils envisagent 51 milliards d'euros en 2021, en pleine pandémie, et alors que beaucoup d'entre elles ont encore des activités dans les paradis fiscaux. Alors ce que nous voulons faire, vous avez dit on s'inspire de Joe Biden. En vérité, on s'inspire d'une loi qui a existé pendant la guerre, pendant la guerre de 14-18. En 1916, il y a eu à l'Assemblée nationale une loi pour taxer les profiteurs de guerre. Eh bien, on s'est inspiré de cette loi pour proposer qu'on taxe les profiteurs de crise. Comment on fait ? On compare pour les grandes entreprises. Ce sont les grandes entreprises qui sont notamment ciblées sur cette taxe. C'est-à-dire que les Françaises. En revanche, vous n'allez pas sur les étrangères qui viennent faire leur beurre en France, quoi. Comment ? Vous n'allez pas sur les étrangères qui viennent faire leur beurre en France. Sitôt que le chiffre d'affaires est fait en France. Nous, on pense que tout ce qui est fait en France, tous les profits qui sont faits en France doivent être taxés en France. Venant des États-Unis comme d'Amérique latine, comme de Chine. L'idée, c'est de dire une entreprise qui fait plus de 750 millions de chiffre d'affaires annuel, donc c'est beaucoup, c'est les grosses entreprises, donc vous en êtes d'accord. On compare l'année précédant le Covid avec l'année de la Covid. Si on découvre qu'il y a un surplus de bénéfices dans la période Covid, alors on taxe ce surplus de bénéfices, qui nous paraît être tout à fait normal, à hauteur de 50%. Ça concerne certaines entreprises, c'est beaucoup l'agroalimentaire, ce sont les GAFAM, ce sont ces entreprises qu'on connaît bien, qui sont des profiteurs de crise, il faut le dire. Allez, rapidement, parce que le temps file, Adrien Quatennens, des centaines de milliers d'emplois sont aussi à pourvoir. Des employeurs qui ne trouvent pas. Qu'est-ce que vous proposez, puisque justement vous êtes au pouvoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec vos niches parlementaires? Alors, qu'est-ce que vous faites là? Sur l'emploi, écoutez, vous me dites des centaines de milliers. En gros, alors oui, mais regardez. Il y en a ce matin, vous allez voir sur les annonces, il y en a 850 000. Ok. Alors, moi, les derniers chiffres que j'avais, c'était autour de 300 000. Mais non, c'est 8 millions. Admettons même que vos chiffres soient les bons. Si c'est 800 000. Moi, j'ai plutôt 300 000 emplois non pourvus. Mais surtout, combien de chômeurs disponibles avons-nous dans ce pays? Vous le savez, Patrick Roger. 7 millions. Ce qui veut dire que... 7 millions. Non, mais écoutez-moi. Entendez cela. Même si vous demandez à tous les chômeurs dans ce pays de remplir une case vide, c'est-à-dire un emploi non pourvu, vous avez de toute façon encore une manne considérable de chômage. Alors écoutez-moi un instant. Vous savez, face au chômage, tout n'a pas été essayé, il faut le dire. Et le marché privé, le marché de l'emploi,
utilise le chômage depuis des années pour faire pression à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail. Le droit à l'emploi est un droit inscrit dans la Constitution. Alors nous avons des solutions à proposer. Nous proposons par exemple de partager le temps de travail. Travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Quand nous parlons de planification écologique, outre le fait qu'on a ce défi à relever, ça va créer beaucoup d'emplois, Patrick Roger. Entendez-moi. Passer à l'agriculture paysanne, faire la transition énergétique, relancer le ferroviaire, faire tout cela, ça va créer beaucoup d'emplois. Et surtout, dans un contexte, attention, dans la niche parlementaire, et dans la niche parlementaire, nous proposons un système qui est un système de garantie d'emploi. Il y aura cette loi présentée aujourd'hui. Là, c'est ma collègue Danielle Obono qui s'y collera à l'Assemblée. Et la garantie d'emploi, inspirée notamment par ce qui a été proposé par Bernie Sanders aux États-Unis, la garantie d'emploi, c'est de dire tout chômeur volontaire qui ne trouve pas de travail doit pouvoir se voir proposer par l'État un emploi qui correspond à ses qualifications et, entendez-moi, à des besoins qui ne sont pas satisfaits par le marché privé. Nous avons, en fait, nous ne manquons pas de travail dans ce pays. Nous manquons d'emplois créés. Voilà ce qu'il faut dire. Il y a plein de tâches à accomplir et nous, on est pour atteindre le plein emploi. Alors, vous proposez aussi un RSA jeune à partir de 18 ans. Emmanuel Macron va annoncer dans les prochaines semaines justement une aide de 500 € là, pour les moins de 25 ans. J'ai vu qu'ils n'ont ni emploi ni formation. Ça va dans votre sens? Écoutez, c'est bien ça. Moi, je demande que le gouvernement réponde à cette proposition de loi qui, elle, sera portée par François Ruffin aujourd'hui à l'Assemblée. L'idée, c'est de dire, écoutez, à 18 ans, vous avez la majorité pénale. À 18 ans, vous pouvez voter. Et pour autant, entre 18 et 25 ans, du point de vue de vos droits sociaux et de l'accès au RSA, vous êtes dans un espèce de marasme. On ne sait pas bien ce qui vous arrive. Et du coup, c'est la solidarité souvent familiale avec les reproductions d'inégalités considérables entre les plus pauvres et les plus riches qui prévaut. Alors le RSA, c'est pas la panacée, évidemment. Mais quand on voit que la première expérience dans la vie active des jeunes aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, c'est d'aller grossir les files d'attente des banques alimentaires. Un grand pays comme la France, dans lequel les plus riches accroissent leur patrimoine de 439% en 10 ans, ne peut pas laisser sa jeunesse grossir les files d'attente des banques alimentaires. Les régionales, tour de chauffe avant la présidentielle, après le sud, là, et la fameuse tambouille dans le sud, là ça se passe chez vous, au nord, dans les Hauts-de-France. On comprend plus bien. Éric Dupond-Moretti devrait être là-bas, candidat, peut-être, c'est à confirmer. Marine Le Pen au départemental, donc il y a Xavier Bertrand. Et vous alors, la gauche? Parce que là, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il va y avoir une union de la gauche ou pas? Puisque Jean-Luc Mélenchon était chez vous l'autre jour et puis il a dénoncé, il a fait bande à part un peu, quoi. Il va y avoir une union de la gauche ou pas? Bon, là, vous me posez 10 questions en une. Non, mais oui, parce que le temps file. 15 secondes. Non, d'abord vous dire que sur ce que fait La République En Marche, à vrai dire, on comprend pas bien. Parce que avec Dupond-Moretti, ils soutiennent Muselier, Renaud Muselier de droite dans le sud, en PACA. Par contre, ils ne sont pas d'accord pour soutenir, par exemple, vous avez Bertrand dans le Nord. On se pose la question, en fait, de savoir pourquoi. Quelle est la différence entre M. Muselier et M. Bertrand, à ceci près que M. Bertrand est candidat à la présidentielle? Vous savez, les Hauts-de-France, ça fait bientôt 6 ans que la région est prise en étau entre la droite de M. Bertrand et l'extrême droite de Mme Le Pen. Il serait temps qu'on respire un peu, et moi, c'est pour ça que je soutiens dans les Hauts-de-France Karima Delli, qui est la candidate soutenue par la France Insoumise, et dont j'espère qu'elle pourra l'emporter. Donc il y a une vraie union de la gauche, là. Écoutez, parce que Jean-Luc Mélenchon ne semblait pas aussi clair que ça. Mais nous, en fait, ce qu'on a dit, c'est que partout il est possible de s'entendre sur le programme, faisons-le. La vérité, c'est que, on va résumer ça d'un grand trait, c'est assez désespérant, mais en réalité, la vie des partis fait que vous avez de la géométrie variable partout. Par exemple, vous voyez, dans les Hauts-de-France, on soutient Karima Delli, qui est une candidate écologiste, et puis les écologistes ne veulent pas travailler avec nous, par exemple, sur les départementales. Donc en fait, pour s'y retrouver, il faut parfois s'accrocher. En attendant, il y a une chose qui est sûre, les bulletins de vote sur lesquels vous verrez le fil de la France Insoumise, que ce soit pour les régionales ou les départementales, c'est un point d'appui stable et sûr. Maintenant, à l'échelle nationale, nous, on a toujours dit, et Jean-Luc Mélenchon le dit régulièrement, qu'il a une vocation de candidat commun et qu'il pourrait être un candidat qui rassemble. Maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est Yannick Jadot. Mais maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure quand vous m'avez interrogé sur Bernard Cazeneuve, on a un certain nombre de choses à faire auxquelles on n'a pas l'intention de renoncer. Il faut passer à la 6ème République, il faut partager les richesses, on en a parlé ce matin. Il faut relancer l'emploi, l'activité, faire la planification écologique. Et pour ça, il faut notamment évoquer la question des traités européens, dont vous savez qu'elle fait débat entre nous. Alors, disons-le franchement, il y a cette gauche d'accompagnement, et il y a d'un côté ce que nous incarnons, c'est-à-dire un axe de rupture. Et d'ailleurs, après le 1er mai, après cette belle manifestation à laquelle Jean-Luc Mélenchon a participé, vous avez peut-être vu que Jean-Luc Mélenchon a nous avons rencontré ensemble Benoît Hamon et Sandrine Rousseau, parce que voyez-vous, tout le monde n'entend pas que la recomposition de la gauche se fasse autour de l'axe socialiste et vert. Dernière question, Adrien Quatennens, en 30 secondes, là, malheureusement. Allez. Le 19 mai, on assiste, ce sera la deuxième étape du déconfinement, avec la réouverture des commerces non essentiels et des terrasses des cafés. Est-ce que c'est prudent, selon vous ?
D'abord, je souhaite que ça fonctionne. On en a Oui. tous besoin, on a besoin de respirer à nouveau. Maintenant, je vois bien une chose, c'est qu'Emmanuel Macron est entré en campagne présidentielle. Et je crois que plus que de faire de la gestion de crise sanitaire, il est en train maintenant de faire de la politique de nouveau. Et je vois qu'il veut desserrer les taux, mais dans un Mais déconfinement c'est ce que vous vouliez aussi. Bien sûr, mais attention, Ouais. la différence avec lui, c'est que c'est un déconfinement qui nous apparaît comme hasardeux. Je ne vois pas dans l'interview d'Emmanuel Macron que, en dépit de son calendrier, il propose de véritables alternatives. Il ne parle pas des purificateurs d'air, des doublements des effectifs, de tout ce qu'on propose avec Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de novembre dernier. Donc je m'inquiète de savoir si cette opération ne va pas nous mener à un nouveau confinement, parce que vous voyez que du côté des épidémiologistes et de l'hôpital, on nous explique que Emmanuel Macron nous disait que pour desserrer les taux, il fallait atteindre les 5000 cas par jour. On est toujours aux alentours de 30 000. Que le taux d'incidence est un peu inférieur à 400 Ça pour 100 descend, 000. ouais. Bon, on nous disait qu'à 50 pour 100 000, c'était un seuil d'alerte. Donc, j'espère que ça fonctionne, mais je crois qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas entendu qu'il fallait planifier des alternatives au confinement et notamment accroître les protocoles sanitaires si on veut éviter de se repayer un nouveau confinement. Et pour terminer, il devrait entendre ce qu'a proposé notamment Joe Biden. C'est quand même la honte pour nous, quoi. D'un côté, on a Joe Biden aux Allez, États-Unis rapidement. qui veut lever les brevets, qui Oui. taxe les riches, et nous ici, on a celui qui supprime l'ISF et qui refuse à lever des brevets. Donc, voilà. Merci Adrien Quatennens. Pour un peu, il allait présenter le journal de 8h aussi, coordinateur de la France Insoumise. Il peut allons-y. le faire, oui, absolument. Merci. Donc on a un peu de retard, Arthur Delaborde, dans un instant de journal avec vous. À tout